Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Réflexe Actu, et dans cette nouvelle vidéo, j'ai quelques annonces à vous faire. Vous l'avez sans doute déjà vu en haut de l'écran, juste ici, les sous-titres sont disponibles dorénavant sur toutes les vidéos, les précédentes et les futures. Donc des sous-titres en français pour les personnes sourdes et malentendantes, mais des sous-titres aussi en anglais pour les personnes qui parlent en anglais. Deuxième information, vous retrouverez un Twitter de la chaîne Réflexe Actu pour des informations au quotidien, même principe que la chaîne, des infos dont on n'a pas forcément entendu parler, 1 à 3 infos par jour, et vous le retrouvez en cliquant sur le lien en description. Le thème du jour, comme vous l'avez vu, le Venezuela, un pays qui est en crise majeure et profonde, en crise économique, en crise sociale. Différents facteurs qui expliquent cela, et bien entendu des influences de pays étrangers, tout ce que j'aime, alors on y va. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, le Venezuela a découvert au début du XXe siècle qu'il possédait de nombreuses ressources pétrolières. Lors de cette découverte, les États-Unis ont acheté des concessions d'exploitation pour le pétrole vénézuélien et deviennent le premier client du Venezuela pour le pétrole. C'est ce qui va faire la richesse du Venezuela tout au long du XXe siècle. Pour ceux qui n'étaient pas là dans la dernière vidéo, on va voir où se situe le Venezuela. C'est un pays d'Amérique du Sud de 916 445 km² pour environ 31 millions d'habitants. Il est bordé par le Guyana, le Brésil et la Colombie, ainsi que la mer des Caraïbes. Sa capitale, Caracas, est située juste ici. Première date importante dans l'histoire du Venezuela, 1999. Cette année-là, Hugo Chavez est élu président de la République au Venezuela. Hugo Chavez se réclame du bolivarisme, un courant à mi-chemin entre le socialisme et le communisme, et souhaite réduire l'influence des États-Unis au sein de son pays. Le Venezuela est un des pays les plus riches du monde quand Hugo Chavez est élu, et il utilise cette richesse pour mettre en place des programmes sociaux, investir dans l'éducation et dans la santé. Suivant cette doctrine du bolivarisme, il nationalise le secteur du pétrole et exproprie les entreprises américaines. Mais dans le même temps, il ouvre la porte aux entreprises qui viennent de pays dont le régime est similaire. Et c'est là qu'on va retrouver des entreprises de Chine et de Russie principalement. Et la Russie, on y reviendra plus tard dans la vidéo. En 2013, Hugo Chavez meurt d'un cancer et c'est son principal conseiller et très bon ami, Nicolás Maduro, qui prend l'intérim et qui est réélu à 50,7% des voix. Donc si on résume économiquement, le Venezuela a tout misé sur le marché du pétrole et est complètement dépendant de cette industrie. Ils ne produisent rien d'autre et pour tous les autres biens, ils sont dépendants des importations et des pays étrangers. Du coup, en 2015, quand le cours du pétrole chute drastiquement, l'économie vénézuélienne suit la même pente descendante. Les programmes sociaux doivent être sacrifiés et Nicolás Maduro perd énormément de popularité auprès des classes populaires. Mais malheureusement, les problèmes ne viennent pas tout seuls et le Venezuela est gangréné par d'autres problèmes. C'est un des pays du monde où l'inflation est la plus forte. En 2017, 2610%, donc autant vous dire que toutes les denrées de base, le pain, le riz, deviennent inaccessibles. Il y a une augmentation des prix de près de 800%. La monnaie ne vaut plus rien, il faut des tonnes de billets pour s'acheter un bout de pain. Et du coup, le pays ne mange plus à sa faim. Et il y a aussi la question de la violence. En 2017, le Venezuela est le deuxième pays le plus violent au monde. Pour 100 000 habitants, on décompte 89 meurtres. Un petit point sur les statistiques sociales. En 2017, 70% des familles sont sous le seuil de pauvreté et 80% des Vénézuéliens sont contre Nicolás Maduro. Sur le plan politique, 2017 est aussi une année charnière. Premièrement, fin mars, la Cour suprême, réputée favorable à Nicolás Maduro, prend deux mesures extrêmement impopulaires. Premièrement, elle s'arroge le pouvoir législatif, ce qui revient à le donner à Nicolás Maduro. Et dans ce cas-là, Nicolás Maduro devient dépositaire du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire. Il a donc tous les pouvoirs, ce qui est synonyme d'une dictature. Deuxième mesure qui est prise par la Cour suprême, la suppression de l'immunité parlementaire. Et qu'est-ce que ça implique ? Eh bien, ça implique que dorénavant, Nicolás Maduro peut faire des procès à tous les opposants, et il ne va pas se gêner pour le faire. Suite à ces mesures, l'opposition dénonce un coup d'État et elle est soutenue par les États-Unis, l'Union européenne, les Nations unies et aussi une dizaine de pays d'Amérique latine. Face à la pression, la Cour suprême annule ces mesures 48 heures plus tard, mais cela n'est que de courte durée. Quelques mois plus tard, Nicolás Maduro fait élire une assemblée constituante qui s'arroge les pouvoirs législatifs. Le jour du scrutin, le peuple est dans la rue et on dénombre 15 morts.
En octobre 2017, des élections régionales ont lieu. Le Parti socialiste unifié, qui représente le parti au pouvoir de Nicolás Maduro, remporte 17 États sur 23. L'opposition crie au bourrage d'urnes et refuse de reconnaître le résultat. En décembre, nouvelles élections, cette fois municipales. Le Parti socialiste unifié remporte une nouvelle fois les élections. L'opposition a boycotté ce scrutin et se retrouve exclue de l'élection présidentielle qui aura lieu en mai 2018. En mai 2018, c'est donc un boulevard pour Nicolás Maduro qui est réélu président de la République du Venezuela. Après les 2610% d'inflation de 2017, en 2018, le FMI estime que l'inflation au Venezuela dépasse les 1,2 million. Pour essayer de se représenter ça concrètement, premièrement, un premier chiffre, le deuxième pays où l'inflation est la plus forte au monde, c'est le Soudan, et le Soudan a 40% d'inflation. Deuxième chiffre, avec le salaire mensuel vénézuélien en 2018, il pouvait s'acheter 1 kg de fromage. À titre de comparaison, aux États-Unis la même année, les Américains pouvaient s'acheter 137 kg de fromage. Mais malheureusement, les Vénézuéliens ne peuvent plus rien s'acheter, les rayons sont vides, la monnaie liquide a quasiment disparu, les paiements par carte ne fonctionnent plus faute de réseau, et donc dorénavant, ce sont les transactions en dollars qui dominent, même à certains moments des transactions en or. Si on s'intéresse à l'aspect social, entre 2014 et 2018, 3 millions de personnes ont quitté le Venezuela, soit 10% de sa population. Et cela met en tension les pays limitrophes, et en particulier la Colombie, qui à elle seule a accueilli 1 million de réfugiés. Et dans ce marasme social, économique et politique, une seule institution n'est pas favorable à Nicolás Maduro, qui est le Parlement. Et en 2019, le 23 janvier 2019 très exactement, le président de ce Parlement, Juan Guaidó, s'autoproclame président de la République par intérim. Alors comment a-t-il pu faire cela? Tout cela est complètement légal. Il utilise la Constitution qui stipule qu'en cas de vacance de pouvoir, le président du Parlement peut s'autoproclamer président par intérim. Alors vous allez me dire, il n'y a pas de vacances de pouvoir puisque Nicolás Maduro a été réélu en 2018. Sauf qu'un grand nombre de pays et d'institutions ne reconnaissent pas Nicolás Maduro comme le président du Venezuela, ils ne reconnaissent pas l'officialisation des résultats de l'élection. C'est donc grâce à cette non-reconnaissance que Juan Guaidó estime qu'il y a vacance du pouvoir. Aussitôt, de nombreux pays soutiennent Juan Guaidó, en particulier le Brésil, le Canada, la France, mais surtout les États-Unis. Malheureusement, concrètement, Juan Guaidó ne peut pas faire grand-chose sans une aide extérieure, puisque toutes les autres instances sont à la botte de Nicolás Maduro, et il est même soutenu par l'armée vénézuélienne. Cette aide extérieure peut bien sûr venir des États-Unis, qui ont déjà pris en 2017 des sanctions financières sur les membres du gouvernement Maduro, et qui intensifient en août 2019 ces sanctions. Les États-Unis gèlent les avoirs vénézuéliens sur le sol américain, ce qui revient à couper les vivres des principaux acteurs du gouvernement de Maduro. Début 2020, Juan Guaidó fait une tournée internationale afin de s'assurer des soutiens de certains États, mais concrètement, il n'y a pas grand-chose qui ressort de cette tournée. Après cet état des lieux du Venezuela, vous avez toutes les cartes en main pour comprendre les 3 actualités récentes que je vais développer maintenant. La première actualité va malheureusement bénéficier à l'image de Nicolás Maduro et la conclusion est assez pathétique. En 2019, après l'autoproclamation président par intérim de Juan Guaidó, des concerts de soutien ont eu lieu, dont un concert à la frontière colombienne, organisé par le milliardaire Richard Branson, en soutien à Juan Guaidó et à l'aide humanitaire donnée par les Américains. La sécurité de ce concert était assurée par une entreprise appelée Silvercorp. Cette société est dirigée par un ancien militaire américain, John Goodrow. Lors de ce concert, John Goodrow rencontre des proches de Juan Guaidó, et pour vous la faire courte, ils finissent par signer un contrat qui a pour but d'explorer la possibilité d'enlever et d'exfiltrer Nicolás Maduro du pouvoir. Le camp Juan Guaidó refusera d'aller au bout de ce contrat puisqu'il émet des doutes sur certains intermédiaires et refusera de payer la somme demandée. Et c'est là que ça commence à devenir pathétique. John Goodrow, même sans avoir été payé, se considère dépositaire de la liberté et continue l'opération. Il accorde même une interview à l'agence de presse américaine AP. Le 1er mai, l'agence AP publie un article sur ce qu'elle considère comme l'échec d'une tentative de destitution de Nicolás Maduro, mais John Goodrow, 2 jours après, lance l'opération. Autant vous dire qu'ils étaient attendus par l'armée vénézuélienne, il y a eu des échanges de tirs, 8 morts, 2 Américains sont faits prisonniers. John Goodrow lui-même n'était pas dans le commando et l'État vénézuélien émet un mandat d'arrêt contre sa personne. Nicolás Maduro profite de cet événement pour démontrer au peuple vénézuélien que les États-Unis cherchent à déstabiliser le pays, et tout ça en partenariat avec Juan Guaidó. Maintenant, intéressons-nous à l'influence de la Russie via l'intermédiaire de la société Rosneft.
Vous vous souvenez au début de la vidéo quand je vous disais que Nicolás Maduro expropriait les entreprises américaines et ouvrait la porte aux entreprises d'autres pays? Et bien la société Rosneft, c'est une de ces entreprises qui a profité de cette porte ouverte. Elle gère depuis le début des années 2000 l'exploitation et l'exportation d'une grande partie du brut vénézuélien et elle réussit jusqu'à maintenant à contourner les sanctions américaines qui ont été mises en place en 2017. On estime qu'au début de l'année 2020, Rosneft représentait 60 à 70% des exportations de pétrole du Venezuela. Elle a donc la main mise sur le marché du pétrole vénézuélien, mais voilà, comme je vous le disais, en 2019, les États-Unis renforcent leurs sanctions. Et l'information importante, c'est que la société Rosneft a décidé de cesser toutes ses activités au Venezuela à la fin du mois de mars 2020. Et ceci va avoir une influence sur la dernière info que je vais vous communiquer. Et cette information concerne un pays qui livre des tonnes de barils de pétrole au Venezuela. Oui, le Venezuela est dans une situation telle qu'il n'arrive même plus à exploiter ses sources de pétrole et n'arrive plus à raffiner, elle est en manque d'additifs pour diluer son pétrole, et donc elle doit faire appel à des pays extérieurs pour importer de l'essence prête à l'emploi. Ce pays, c'est l'Iran. Et oui, l'Iran, qui a en commun avec le Venezuela de nombreuses sanctions de la part des États-Unis, et l'Iran qui est un soutien naturel depuis l'élection d'Hugo Chavez au Venezuela. Alors l'Iran envoie des bateaux pleins d'essence en direction du Venezuela, au nez et à la barbe des États-Unis, et les deux pays s'y retrouvent. Le Venezuela importe de l'essence prête à l'emploi, l'Iran exporte, malgré les sanctions américaines, son pétrole et reçoit en échange de l'or. L'Iran est le dernier des pays à se soucier des sanctions américaines, puisqu'elles sont déjà quasiment au maximum, et on peut donc légitimement se poser la question si les sanctions américaines ne sont pas arrivées au bout, puisque l'on voit que les deux pays durement touchés par les sanctions américaines se retrouvent à faire du commerce ensemble. Voilà pour le Venezuela, comme d'habitude les articles sur lesquels je me suis appuyé sont disponibles en description, vous aurez sans doute plus de détails sur certains points, et si vous avez toujours des questions, l'espace commentaire est là, je me ferai un plaisir de vous répondre. On passe à la revue de presse, mais on n'oublie pas de s'abonner, de mettre un pouce bleu et d'activer les cloches. La première info, c'est celle qui va nous emmener le plus loin aujourd'hui, et elle nous emmène en Russie. La Russie qui est le plus grand pays du monde, on doit dézoomer tellement qu'on ne voit plus les noms. Donc la Russie, le plus grand pays du monde, regardez, les frontières sont juste ici. C'est un pays qui fait plus de 17 millions de kilomètres carrés et sur lequel on compte 146 millions d'habitants. La capitale est Moscou et elle se situe juste ici. On va s'intéresser à Vladimir Poutine, le président russe, qui a mis en place un référendum afin de modifier la Constitution. Ce référendum devait avoir lieu au mois d'avril, mais à cause du coronavirus, il a été repoussé au 1er juillet. Alors, quelle modification de la Constitution implique ce référendum? Eh bien, Vladimir Poutine souhaite être réélu jusqu'en 2036, et pour ça, il doit modifier la Constitution. Et on peut dire que Vladimir Poutine n'en est pas à son premier coup d'essai. Si on regarde sa carrière politique, Vladimir Poutine a été élu président de la République en 1999. La Constitution russe empêchant plus de 2 mandats, à la fin de son deuxième mandat en 2008, il fait élire Dimitri Medvedev au poste de président. Entre 2008 et 2012, c'est Dimitri Medvedev qui est président de la République et bizarrement, c'était le vice-président de Poutine en 2008. Et qui se retrouve Premier ministre? Vladimir Poutine. Donc, vous voyez bien un petit peu le fonctionnement. À la fin du mandat de M. Medvedev, en 2012, Vladimir Poutine se représente aux élections et il est élu et les mandats sont toujours en cours. Et qui se retrouve Premier ministre de Vladimir Poutine? Eh bien c'est Dimitri Medvedev. On prend les mêmes et on recommence, et ça depuis 2006. Comme cette technique il l'a déjà fait une fois, il s'est dit qu'il fallait changer et du coup il soumet au vote la modification de la Constitution qui pourra lui permettre d'être réélu à minima jusqu'en 2036. 2036, si vous faites le calcul à partir de 1999, ça voudra dire qu'il aurait été au pouvoir 37 ans. Le référendum aura donc lieu le 1er juillet, et on peut peut-être s'attendre à une surprise, pourquoi pas. Enfin moi, personnellement, j'y crois pas trop. Pour la deuxième info, on se rapproche et on part en Italie. L'Italie, un peu plus de 300 000 km² pour 60 millions d'habitants, avec la capitale Rome juste là. Vous vous souvenez de nos gilets jaunes? Ça, personne les a oubliés, et bien ils devraient porter plainte pour contrefaçon. Le 30 mai avait lieu des manifestations dans les principales villes du nord de l'Italie. Ces manifestants étaient vêtus de gilets orange, et là est leur seul point commun avec nos gilets jaunes. En effet, ces gilets orange sont plutôt affiliés à des mouvements d'extrême droite, et ont des demandes beaucoup plus radicales. Ils souhaitent la démission du gouvernement actuel, et le retour à la lyre.
La lire, c'est la monnaie qui avait cours avant l'apparition de la monnaie unique en Europe. À voir si ce mouvement prendra de l'ampleur. En tout cas, il ne s'est pas attiré les faveurs des Italiens, puisqu'à la sortie de la crise de Covid, faire une manifestation sans respect des gestes barrières, la plupart du temps sans masque, ça a été très mal vu par les Italiens qui ont payé un lourd tribut à cette maladie. Pour la troisième et dernière info, on part en Belgique. Alors évidemment, je ne pouvais pas clore cette vidéo sans évoquer les violences et les manifestations aux États-Unis qui font suite au meurtre de George Floyd. Évidemment, inutile de vous préciser que je trouve ça intolérable, et ceux qui me connaissent sauront que les sujets de racisme me touchent particulièrement. Mais du coup, je vous emmène en Belgique, où tout ça a fait ressurgir un débat lié à un roi, Léopold II. En effet, une pétition a vu le jour pour le retrait des statues du roi Léopold II à Bruxelles et dans tout le pays. Tout d'abord, Léopold II, qui est-ce ? Il a été roi des Belges entre 1865 et 1909. Mais avant cela, Louis-Philippe Marie-Victor de Saxe-Cobourg-Gotha, oui, il m'a fallu 10 prises pour réussir à prononcer ça, avait déjà des envies de colonisation. Sous couvert d'une association, il obtient en 1885 la souveraineté sur l'État indépendant du Congo, l'actuelle République démocratique du Congo. Et c'est là que ça tourne mal, puisque ses réelles ambitions étaient forcément d'exploiter les ressources en minerais et en ivoire, tout en exploitant aussi les ressources humaines. Résultat, en 23 ans sans jamais avoir mis les pieds au Congo, Léopold II est responsable de 10 millions de morts et de centaines de milliers de mutilés. La mémoire collective des Belges se souvient surtout de Léopold II comme un bâtisseur, un roi qui a changé architecturalement parlant la Belgique. Mais certaines personnes de plus en plus nombreuses ne peuvent tolérer qu'on érige en héros une personne responsable d'un tel génocide. Cette pétition a pour l'instant recueilli plus de 20 000 signatures, à voir ce que cela donnera dans les jours à venir. Comme vous avez déjà tous mis un pouce bleu et que vous êtes déjà tous abonnés, inutile de vous le rappeler, on s'arrête donc là pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous.